Bonjour Julie Gacon. Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous. C'est l'heure des enjeux internationaux et ce matin, Julie, l'Inde et le Pakistan semblent vouloir calmer le jeu du côté de leurs frontières communes. Oui, vous vous rappelez, Jacques, sans doute la décision qu'avait prise l'Inde pendant l'été 2019 de révoquer l'article de la Constitution qui garantissait une grande autonomie au Cachemire, la seule province indienne à majorité musulmane revendiquée par le Pakistan. Islamabad avait déclaré qu'il emploierait tous les moyens possibles pour contrer cette démarche illégale. En fait, les tensions sont récurrentes à cette frontière depuis 1972, date de la fin de la Troisième Guerre entre les deux pays. Ce cessez-le-feu peut-il être tenu? Bonjour Christophe Jaffrelot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche au CERI Sciences Po et au CNRS. Vous êtes spécialiste de l'Inde. Combien de soldats, quels moyens de part et d'autre étaient ou sont toujours, peut-être à ce jour malgré ce cessez-le-feu, mobilisés sur cette frontière? Oui, il n'y a pas eu de retrait de troupes à la frontière depuis la signature de ce cessez-le-feu, depuis la conclusion de ce cessez-le-feu, car il n'y a rien eu de signé véritablement. Les chiffres sont assez difficiles à connaître. On sait que du côté indien, après la révocation de l'article que vous venez de mentionner, qui accordait au Jammu et Cachemire une autonomie poussée, les forces armées ont connu de très fortes additions. On est aujourd'hui sans doute au Jammu et Cachemire autour de 500 000 hommes, c'est-à-dire qu'en gros on a un soldat pour 10 Cachemiris, si on fait un ratio. Le nombre de ceux qui sont massés à la frontière est très difficile à connaître. Ce que l'on sait, c'est que on a déployé des pièces d'artillerie depuis des années déjà, suffisamment lourdes pour que ce soit des obus d'un fort calibre qui traversent cette ligne de contrôle. Et depuis la fameuse réforme de 2019 concernant l'autonomie du Jammu et Cachemire, on a eu, suivant les plus fiables des évaluations, 5000 violations de cessez-le-feu qui était devenu totalement théorique. Et ça, c'est à l'origine de dizaines de victimes. Tous les ans, on le sait, des civils meurent, parfois des enfants, parce que de l'autre côté, il y a des paysans, il y a des civils qui sont victimes de ces violations de cessez-le-feu. On parle toujours des tensions à ce niveau-là de la frontière, au niveau donc du Jammu et Cachemire, au nord donc, mais plus au sud, dans le Pendjab. Est-ce qu'il y a encore des tensions et des soldats mobilisés aujourd'hui? Il y en a bien sûr, et d'ailleurs il y a de nombreuses bases militaires de part et d'autre. Ce qui, du côté du Pendjab, suscite aujourd'hui l'inquiétude indienne, c'est, semble-t-il, les tentatives du Pakistan pour attiser le séparatisme sikh. Les Sikhs, c'est cette communauté religieuse qui est majoritaire au Pendjab et qui est en ce moment très mobilisée dans le cadre du mouvement des paysans contre une loi qu'ils considèrent une loi scélérate qui vise à remettre le secteur agroalimentaire à de grosses entreprises proches du pouvoir. Voilà, on en a parlé dans les enjeux internationaux, bien sûr, avec Ingrid Terroir. Vous avez bien fait d'en parler, car c'est un grand mouvement qui est trop peu couvert par les médias à l'échelle internationale. C'est un des plus grands mouvements de protestation aujourd'hui en Inde. Et donc oui, ce sont souvent des Sikhs. Enfin, il y a de nombreux Sikhs en quelque sorte dans ce monde paysan, parce que les Sikhs sont très impliqués dans l'agriculture du Pendjab. Et donc le Pakistan profiterait de cette protestation rurale pour attiser à nouveau le séparatisme qui avait connu son apogée dans les années 80-90. Alors les deux pays ont mis l'année dernière en place un corridor que les Sikhs peuvent désormais emprunter pour se rendre dans les lieux saints de part et d'autre de la frontière. Est-ce que ça suffira sur le long terme à calmer le jeu? On verra. En tout cas, j'ai visité les lieux et c'est assez extraordinaire de voir des Sikhs traverser la frontière dans une espèce de petit tunnel pour faire leur dévotion sur le lieu où vivait leur premier gourou. Vous y êtes allé donc. Et est-ce que là, avec la crise sanitaire, ils peuvent toujours le faire ?
A priori, oui, mais au compte-gouttes, il y a des contrôles pour vérifier qu'on ne transmet pas le virus. D'accord. Alors, ce cessez-le-feu dont on parlait à la frontière qui concerne plutôt, en effet, le Jammu et Cachemire, donc ce n'est pas le premier cessez-le-feu du genre. Est-ce qu'il y a eu des entremetteurs cette fois ? Oui, alors d'une part, effectivement, ce n'est pas le premier cessez-le-feu du genre. Il faut se dire que de façon récurrente, on décide de poser les armes. Le dernier cessez-le-feu en date, c'est 2018, il a duré quelques mois. Le seul qui est vraiment tenu longtemps, c'est 2003. En 2003, parce qu'il y avait une volonté politique des deux côtés, Vajpayee du côté indien et Musharraf du côté pakistanais, ça a tenu 5 ans. Et ça n'a été finalement un échec que parce que l'attentat de Bombay a été commandité, on le sait, par l'armée pakistanaise qui, dès qu'un cessez-le-feu semble prendre, fait en sorte de dérailler, de faire dérailler le processus. Donc des entremetteurs, oui. Des entremetteurs, il y en a eu effectivement cette fois-ci, et des entremetteurs inattendus, puisque ce sont les Émiratis qui ont joué les messieurs bons offices. C'est nouveau et c'est le reflet d'une transformation diplomatique dans la région. L'Inde s'est rapprochée considérablement de ces pays et de l'Arabie Saoudite aussi d'ailleurs, hein, les deux sont liés, ce qui a permis aux Émirats Arabes Unis, qui avaient maintenant la confiance de Delhi, de jouer les intermédiaires, parce que d'un autre côté, les Pakistanais ne pouvaient pas non plus leur dire non. Les Pakistanais dépendent financièrement des pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite. Et donc on a eu effectivement quelque chose qui était nouveau, et peut-être que ce sera un des facteurs de pérennisation du cessez-le-feu, nous verrons bien. Ce qui peut être un facteur de pérennisation aussi, c'est que les deux pays ont plutôt intérêt à ce cessez-le-feu, tout simplement parce qu'ils ont ils sont occupés ailleurs. L'Inde a sa frontière avec la Chine, et le Pakistan est en train de quand même se demander un peu ce qui va se passer en Afghanistan. Si les États-Unis se retirent, ça va être, pour eux, il va falloir se mobiliser. Tout à fait. Alors ça, c'est sans doute le facteur déterminant de ce cessez-le-feu, hein. C'est-à-dire que l'Inde, comme vous le savez, a connu au printemps dernier des attaques chinoises près du Ladakh, au Ladakh, qui l'ont beaucoup inquiété sur la façon dont les Chinois étaient en train de prendre des positions dans l'Himalaya. Et donc il fallait peut-être effectivement rapidement ne pas avoir à se battre sur deux fronts, et du coup trouver une entente avec les Pakistanais. Et du côté des Pakistanais, effectivement, le retrait américain en Afghanistan est en train de se concrétiser. Et ce que les Pakistanais redoutent, c'est aussi la reconstitution des talibans pakistanais, un mouvement qui avait éclaté, qui était beaucoup affaibli et qui se reconstitue, et dont le Pakistan craint que depuis sa base afghane, puisque c'est un mouvement qui est replié sur l'Afghanistan, ils viennent frapper au Pakistan. C'est vrai que la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN cette semaine a pour l'instant laissé sans réponse la question de savoir si l'administration Biden retirerait bien les troupes américaines d'Afghanistan d'ici le 1er mai, comme s'y était engagé son prédécesseur à l'époque auprès des talibans. Les États-Unis, de quelle façon ils aident ou pas l'Inde à s'armer aujourd'hui, parce que ils voient en l'Inde un partenaire à même de les aider à endiguer la Chine. Comment les États-Unis interfèrent ou pas dans ces affaires-là? Ils sont en soutien, c'est évident, de l'Inde, et au plan militaire, effectivement, puisque les ventes d'armes américaines à l'Inde ont beaucoup augmenté. La France aussi avec les Rafales. La France aussi, bien sûr, avec les Rafales, et puis d'autres contrats sont dans les tuyaux. Ce n'est pas récent comme développement. On a vu cette montée en puissance des États-Unis dans la défense indienne depuis Bill Clinton, littéralement, hein. Mais c'est devenu un partenaire stratégique, et on l'a vu lorsque Biden a réuni
les représentants du Quad, il a mis l'accent sur la façon dont l'Inde était une pièce maîtresse de ce dispositif de containment de la Chine, qui ne dit pas forcément son nom. Les États-Unis qui, par exemple, soutiennent financièrement et sur le plan humanitaire aussi le gouvernement tibétain en exil dans le nord de l'Inde, ce qui n'est pas toujours très confortable d'ailleurs pour Narendra Modi, qui, comme nous le disait Pierre Grosser la semaine dernière, n'a pas envie d'être le vassal des États-Unis. Pour conclure, Christophe Jaffrelot, le Premier ministre donc nationaliste, Narendra Modi, depuis son élection en 2014, est-ce qu'il a pris des dispositions particulières pour mettre l'armée au service de ses convictions, le suprématisme hindou? Oui, alors je n'irai pas aussi loin, mais il y a certainement une politisation de l'armée indienne dont nous n'étions pas du tout coutumiers, dont l'Inde n'était pas du tout coutumière. L'armée était au-dessus de toute force politique, au-dessus de la mêlée, et on la voit maintenant convoquée, sommé de s'exprimer. Le chef des forces armées emprunte volontiers le pas et le même discours que le Premier ministre. Il a d'ailleurs été nommé par le Premier ministre Modi après le court-circuit de plusieurs candidats qui devaient être promus à ce titre, à ce poste devant lui. Donc il y a des développements de ce côté-là qui laissent augurer une forme d'idéologisation et en tout cas de politisation de l'armée indienne. Ce qui me permet de rappeler le titre de votre livre, L'Inde de Modi, national-populisme et démocratie ethnique, chez Fayard. Merci Christophe Jaffrelot.